Vous écoutez Esprit de compétition, le podcast qui vous fait découvrir la psychologie d'athlètes et de coachs d'exception. Force mentale, émotion, cognition, chaque semaine, découvrez une personnalité sportive qui vous donne ses clés pour faire la différence. Bienvenue dans cet épisode du podcast Esprit de compétition. Je suis Antoine Menet, le préparateur mental. Je reçois aujourd'hui Christopher Naliali, double champion de France du 400 mètres et triple médaillé d'or du 4x100 mètres. 2 fois en championnat de France, mais aussi une fois aux Jeux africains. Christopher a un vécu de la compétition très intéressant et une incroyable curiosité sportive. J'ai eu envie de vous partager sa vision de la progression, ses ambitions, son histoire. Nous avons parlé de l'importance de la confrontation à plus fort que soi, des secrets pour créer la surprise en compétition, mais aussi des différences entre la préparation à l'américaine et à la française. Si vous êtes vous-même compétitrice, compétiteur et que vous avez pris la ferme résolution de conquérir des podiums, eh bien j'ai quelque chose pour vous. Chaque semaine, j'envoie à mon club privé mes meilleurs conseils de préparation mentale pour gagner en compétition. Cliquez sur le lien en description pour vous inscrire gratuitement à ce club privé et recevoir ces conseils. À la différence d'un épisode de podcast ou d'une vidéo YouTube, ces conseils sont instantanés. Vous ne pourrez jamais les retrouver et seuls les abonnés du club y ont accès. Pour ne rater aucun de ces conseils privés, cliquez sur le lien, inscrivez-vous gratuitement et découvrez les conseils tirés de l'analyse des plus grands champions. Place maintenant à ma conversation avec Christopher Naliali, ses histoires de kebab, ses voyages et son esprit de compétition. Bonjour Christopher, bienvenue à toi sur le podcast. Bonjour à toi. Je voulais attaquer avec toi une grande question et commencer par ta victoire en championnat de France en 2018. Alors j'ai regardé la vidéo et cette victoire a été qualifiée par les commentateurs d'une victoire surprise. Et je voulais te demander comment est-ce qu'on fait pour être le challenger, pour être celui qu'on n'attend pas et finalement se hisser sur la première marche du podium en championnat de France pour créer la surprise. Comment est-ce que tu as réussi à créer ça ? Je ne me suis pas pris la tête quand je suis parti au championnat de France. J'ai vu que j'avais un bon temps d'engagé sur le papier, mais c'est vrai que les adversaires avec qui j'avais couru, ils avaient un meilleur chrono que moi, un meilleur record que moi. Donc, comme a dit le coach, j'avais rien à perdre. J'étais venu là-bas pour faire les troubles faites, on va dire. Donc, je me suis pas posé la question. J'ai couru comme je devais faire. J'ai fait mon schéma de course et puis voilà. J'ai pas vraiment calculé, quoi. D'accord. Donc, vraiment concentré dans ce que tu avais à faire et puis ça t'a hissé jusqu'à la première marche du podium. C'est ça. J'avais un plan de course. Le coach m'a dit de faire ça, d'exécuter, et puis j'ai fait ce que j'avais à faire, en fait. D'accord. Ton plan de course, vous le travaillez ensemble ? Comment est-ce que vous le préparez ? En fait, logiquement, les jeudis, on a des séances clés, en séance de compète. Et donc, du coup, c'est là qu'on travaille le plan de course, en fait. Les 300 premiers mètres, comment on va faire la course. Et généralement, en fait, je suis quelqu'un qui part fort. Donc voilà, donc on répète. À force, le corps s'habitue à ce genre de cadence et après, c'est beaucoup plus facile en compétition. Et cette sensation, alors que tu as eu de te dire, j'ai rien à perdre, donc je donne tout sans me poser de questions, c'est quelque chose que tu as réussi à recréer ensuite. J'imagine que c'est pas facile d'arracher la victoire surprise en 2018, de du coup se retrouver un an plus tard en tant que tenant du titre et de réussir malgré tout à conserver son titre, à faire la différence à nouveau et à être à nouveau sacré champion de France. En 2019, j'ai envie de dire que c'était pareil, c'était la même configuration encore parce que j'étais un invité surprise l'année dernière, on s'est dit que on m'a pas, je pense qu'on m'a mis un peu de côté encore. Donc moi en fait j'aime bien quand il y a pression n'est pas sur moi, ça me permet de me concentrer. Donc j'ai fait la même chose quoi en fait, je me suis pas pris la tête, je me suis dit t'as rien à perdre, tu fais ce que t'as à faire quoi, tu fais ton schéma de course comme d'habitude. Et puis après, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Donc finalement, se réussir à se mettre à distance un petit peu de la pression et puis se créer juste sa bulle de focalisation, quoi. C'est ça. T'es juste vraiment à fond sur ce que tu dois faire. C'est ça exactement. Parce que je m'attarde pas trop ce que les gens disent ou quoi que ce soit. Je me concentre juste sur ce que je dois faire en fait. Je fais pas attention à avec qui je cours ou bien juste je suis concentré. Je me dis que je vais aller dans un point A, un point B. C'est tout. Dans le cadre, justement, je voulais te poser la question, dans le cadre des courses de relais, puisque du coup, tu es coureur donc sprint en individuel, mais aussi en équipe, donc en 4. C'est ça. Comment ça se passe du coup ? Qu'est-ce que ça va changer pour toi ?
Bah, moi, en fait, j'ai très peu d'expérience au relais parce que mes premiers relais vraiment 4x4, c'était bah, l'année dernière. Mhm. Donc, du coup, enfin, ce que je peux dire, c'est que enfin, c'est un travail en équipe, en fait. Ça veut dire que tout le monde fait l'effort. Et en fait, moi, je me dis qu'en fait, enfin, je cours pour moi, mais pour tout le monde. Donc, en fait, enfin, je suis beaucoup plus transcendé, je trouve, au relais que en indiv, parce qu'en fait, je suis pas tout seul. Donc, tout le monde fait l'effort, tout le monde, on va dire, se tire la bourre. Enfin, donc, je pense, enfin, ça motive quoi, en fait. Ça motive, et puis je trouve que c'est beau de gagner en groupe, ensemble, collectivement parlant. Donc, voilà. Donc tu disais, tu faisais référence à l'an dernier, mais donc du coup, j'imagine que c'est la référence à Doha. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc au championnat du monde d'athlétisme qui se sont déroulés à Doha. Ouais, Donc là, tu as été, tu étais en équipe de France. ouais, c'est ça. J'imagine que ça doit faire quelque chose quand même quand on est appelé en équipe de France, voilà, pour sa discipline. Oui, oui, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a fait bizarre un peu quand même, parce que, enfin, quand j'étais petit, par exemple 2003 ou 2004, j'ai voyé à la télé. Et là maintenant, 10 ans plus tard, quelques années plus tard, bah, je suis sur la piste avec ma équipe de France. Donc ouais, ça m'a fait plaisir quoi, en fait. Ça fait plaisir. Ouais, c'est génial. Et puis finalement, il y a la génération, la prochaine génération, tes futurs challengers qui sont en fait Ouais, devant la télé à te regarder et à se dire, bah, tiens, moi un jour. ouais, ça fait bizarre parce que je m'attendais, enfin, jamais dans mes rêves les plus fous, je me disais que j'allais, enfin, faire de l'athlétisme, enfin, ne serait-ce avoir une sélection ou quoi que ce soit, quoi, en fait. Même quand j'ai commencé. Donc, ouais, c'est ma première sélection, c'était vraiment spécial. Ça m'a fait, enfin, que du bonheur, quoi. Et alors justement, comment est-ce que tu es venu à l'athlétisme? Comment ça s'est passé pour toi? Comment est-ce que tu es arrivé dans cet univers-là? Alors, en fait, à la base, j'avais fait un pari avec mon copain, mon pote, meilleur ami, parce que j'étais quelqu'un de flemmard, qui faisait pas de sport. Je faisais rien, en fait, enfin, les week-ends, j'étais chez moi, j'étais posé devant mon ordi, rien de spécial. Et mon pote faisait du foot, et il m'a dit un jour, bah écoute, enfin, tu fais rien, tes journées, tout le tout, ça serait bien que tu fasses du sport. Je lui ai dit, oh. Il m'a dit, moi, je te parie, enfin, un kebab, quoi. Tu fasses un mois de sport, peu importe le sport. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, moi, à la base, j'aimais bien le tennis de table, parce que j'en faisais à l'école, on va dire, correct, et le badminton. Et j'aimais bien aussi l'athlétisme. Je me débrouillais pas mal, mais je me rendais pas compte que enfin, je me rendais pas compte, en fait. Donc, du coup, je suis parti, au tennis de table. Et ce jour-là, en fait, l'entraîneur n'était pas là, en fait. Il m'avait dit de repasser, le lendemain. Donc, je sors du gymnase. Et là, je vois il y a une piste d'athlétisme. Il y a des gens qui courent, des filles. Et donc, je me suis dit, ah bah oui, enfin, mon pote, il m'a dit, bah oui, bah, tu débrouilles pas mal en course, pourquoi tu ferais pas de l'athlé? Je dis, ah bah ouais, bah, pas bête. Donc, je suis descendu, j'ai vu le coach, et puis voilà, ça a commencé comme ça. C'est quand même incroyable. Enfin, ça Ouais, part ouais, ça part de là. d'un kebab, d'un prof absent, et on arrive à ton parcours qui est quand même fou. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu? Parce que là, tu nous racontes, voilà, comment est-ce que tu as poussé la première fois la porte du club d'athlétisme, mais qu'est-ce qui a fait que tu as envie de rester? Bah, en fait, quelques semaines plus tard, je fais ma première compétition, j'avais fait les interclubs, et là, c'était incroyable. Enfin, moi, j'ai kiffé. En plus, ce jour-là, il y avait Muriel Hurtis qui courait. Je l'avais vu à la télé, donc là, je l'avais en vrai. Je me rappelle, j'avais fait un autographe. Et puis, je sais pas, en fait, c'était l'ambiance, bon enfant, c'était tout, quoi. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment, euh, fait que j'ai continué, c'était premiers championnats de France, quelques mois plus tard, en junior. Et là, enfin, bah, j'étais émerveillé, quoi. Je me suis dit, bon, j'aimerais bien revenir l'année prochaine, et cette fois-ci, bah, aller en finale, au lieu de la demi, et voilà. Et comment tu as choisi ta discipline? Bah, à la base, moi, j'étais un sprinter 100 mètres, 200 mètres. Donc, quand je courais à l'école, enfin, quand je faisais des sprints au collège, au lycée, j'étais vraiment, je me débrouillais vraiment pas mal, tout ce qui était sprint court. Donc, du coup, quand le coach m'a vu, il a tout de suite vu que j'avais des facilités dans tout ce qui était le sprint court et la longueur. J'ai commencé par ça au début, sur 100 mètres, 200 mètres. Et en 2016, quand je suis parti aux États-Unis, bah, à ce moment-là, le coach des États-Unis m'a dit qu'en fait, que j'étais encore de 400, quoi, en fait. Enfin, il m'avait dit que ma manière de courir et tout. Du coup, j'ai changé de discipline. D'accord, très bien. Et alors, tu t'éclates dans ta nouvelle discipline? Euh, les entraînements, pas trop. C'est vraiment très, très compliqué, très exigeant.
Par contre, sinon ça va. En compétition, ça va. Ouais. Ouais. Oui, tout de même. Donc, on signale là sur Doha pour le coup. Vous êtes quand même arrivé en finale des championnats du monde, l'équipe de France. Ouais. Vous êtes quand même dans le top 8 mondial de la discipline. Ouais. Oui, bah en fait, en même temps, en soi, c'était l'objectif. Mhm. Le coach nous avait dit que l'objectif c'était de qualifier le relais pour la finale, qui du coup serait automatiquement qualifié pour les Jeux Olympiques en fait. Donc, en fait, on a vraiment, enfin, c'était vraiment l'objectif numéro un. Puis après la finale, c'était vraiment bonus quoi en fait. Le plus important, c'était vraiment de faire bonne impression. Pourquoi pas faire une médaille. Après, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu, mais c'est pas grave. Pas pour cette édition-là. Ouais. J'imagine que ça doit faire quand même pas mal de gérer la pression justement à ce niveau-là, au niveau championnat du monde. Comment est-ce que tu as vécu ça? Bah personnellement, enfin, quand j'ai vu que l'équipe de France, enfin, parce on n'avait pas, ça a été un peu compliqué pour nous, ces championnats du monde. Bah moi, ça m'avait plus transcendé qu'autre chose en fait. Je m'étais dit que je voulais vraiment bien faire. J'avais pas de pression spécialement en fait. J'étais vraiment content d'être dans un stade bondé de personnes. Enfin, c'était bizarre en fait. J'étais pas vraiment nerveux quoi. Ok, c'était vraiment dans le moment à vivre ce moment particulier. C'est ça. En fait, au début, je l'étais un peu à l'échauffement, mais dès que je suis arrivé dans le stade, bah, ça s'est évaporé. Et alors, c'est une question que j'avais aussi, c'était la question de se dire à quoi est-ce qu'on pense pendant un sprint? Parce que tous les invités que j'ai eus, ce sont des invités qui ont des disciplines qui durent, allez, au minimum quand même quelques minutes. Ouais, Et voilà, ça va jusqu'à quand même un long temps de compétition et un long temps de match. ouais. Donc finalement, le mental a le temps de tourner pendant leur passage. Mais là, pendant un sprint, comment ça se passe pour toi? Sur quoi est-ce que tu attires ton attention? Sur quoi est-ce que tu es focalisé? Bah, je pense le départ, parce que le départ, c'est vraiment très, très, très important, surtout en sprint court, où là, il faut vraiment partir fort. En fait, je pense que c'est ça, en fait, le départ, c'est le début, en fait. Vraiment partir fort pour que la course démarre bien, pour être sur des bonnes bases ensuite pour la course. Donc, après le reste, j'ai un voile noir, en fait. Je me dis juste, enfin, je mets en place ce que j'ai appris en entraînement, en fait, ça vient tout seul. Par contre, à la fin, je suis lucide. Je me dis vraiment, il faut pas que je lâche, faut pas que je lâche, faut vraiment que, voilà, Et alors donc du coup, donc effectivement, tu dis que la préparation, ton entraînement, finalement, tout ce que tu as réussi à ancrer dans le corps pendant la préparation, ça, c'est fondamental puisque c'est ça qui revient. ouais. Comment est-ce que toi tu te prépares pour ces épreuves? Pour une compétition, alors, généralement, le matin, je me réveille à 7 heures, à jeun. Je fais un footing de vingtaine de minutes. Ensuite, je rentre chez moi, je mange, je prends ma douche, et j'attends, enfin, j'essaie de regarder des vidéos, en fait, de me distraire un peu, enfin, de changer un peu les idées. Arrivé en compétition, bah, je me mets dans un coin où j'essaie de dormir un peu, au moins 10 minutes, 15 minutes, histoire de vraiment parce que je suis quelqu'un qui a du mal à me concentrer. Je suis un peu tête en l'air. Du coup, j'essaie vraiment de me concentrer sur moi-même, être dans ma bulle. Puis après, je commence mes étirements, mes échauffements, je m'échauffe. Puis après, voilà, la course, j'ai pas enfin, c'est toujours mon rituel, en fait. J'ai toujours ça comme Mhm. rituel. Ouais, c'est vraiment des étapes qui rythment ta journée, quoi. C'est ça. Si c'est pas comme ça, je suis un peu déstabilisé, un peu. J'ai vraiment Mhm. mon acheminement avant la course. Ça a toujours été comme ça. Et après la course, alors comment est-ce que tu vas encaisser ça physiquement en termes de repos Bah, généralement, après la course, j'ai encore l'adrénaline, donc du coup, j'arrive pas à dormir. Donc, des fois, ça m'arrive quand mon coach a pris la course en vidéo, de regarder la vidéo encore et encore, ou bien, vraiment, j'arrive pas à dormir, en fait. En fait, je me refais la vidéo enfin, je me refais la course dans ma tête. Euh, donc voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et puis après, généralement, bah, je mange beaucoup. Je mange beaucoup, enfin, parce que je me prive assez quand même en période de compète. Du coup, à la fin, enfin, quand je rentre, enfin, quand je termine ma compète, là, je me lâche un peu, quoi. Oui, au quotidien, mine de rien, pour arriver à ce niveau-là, c'est quand même une gestion de vie qui est assez particulière. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Enfin, en prépa, je me fais plaisir quand même un peu.
Par contre, dès que j'arrive en période de compète, là, j'essaye de vraiment bien manger, de dormir très très tôt. Disons vers 23 heures, je suis déjà au lit. Et puis, bon, c'est certain que ça prend du temps aussi dans l'emploi du temps. Enfin, on imagine quand même que c'est pas non plus toutes les sorties habituelles qu'on peut accepter comme ça en permanence, surtout j'imagine en période de compétition. Oui, oui, bah, bon, généralement, à la base, je suis quelqu'un de très casanier, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Donc, en soi, moi, ça me gêne pas tant que ça, en fait. Enfin, après, malheureusement, des fois, il y a des mariages, des choses comme ça, des anniversaires avec ma famille que je peux pas faire à cause des compètes. Mais bon, après, c'est comme ça. Et alors là, tu en as parlé, donc du coup, tu reviens des États-Unis. C'est ça. À la base, je devais partir pour les études, pour faire ma licence là-bas. J'avais été pris au Texas. Donc, j'avais fait le test, etc. Tout était bon. Mais en fait, il manquait des bulletins, en fait, pour valider l'inscription. Ma mère avait perdu, enfin, je sais plus où je les ai égarés, donc du coup, j'ai pas pu partir. C'était un peu une petite déception. Mais donc derrière, j'ai quand même envoyé des vidéos à des coachs, à différents coachs. Et en fait, il y a un coach qui s'appelle Trevor Green, qui entraîne plusieurs athlètes olympiens, enfin, dont Alan Gordon. Et donc, du coup, on s'est contacté, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord, et donc du coup, tu es resté combien de temps alors aux États-Unis? Donc, je suis resté 2 ans à New York avec lui, avec le coach Trevor Green. Puis après, derrière, je suis parti à Atlanta. Et là, je suis resté 1 an et demi. Donc c'est là où tu as mis je dirais, l'intensification sur tes épreuves actuelles. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Bah, là, je suis monté sur 400. Les entraînements étaient beaucoup plus intenses par rapport en France. Ça veut dire que, disons, je peux me réveiller, enfin, une journée typique, c'est que je me réveille à 6 heures du matin, j'ai muscule, 2 heures. Ensuite, j'ai entraînement vers 15 heures, séance de lactique, une grosse séance, ou bien des fois, c'était l'inverse. J'avais une grosse séance lactique à 15 heures et j'avais une séance de muscule après. Donc voilà. Ah oui, c'est assez intense. Alors, j'ai envie de te poser la question. Maintenant que tu es de retour des États-Unis, tu continues cette journée type assez intense? Non, 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 c'est pas la méthode. Enfin, du moins, mon coach en France, c'est pas sa philosophie en fait. Là-bas, j'avais 3 séances de muscu par semaine, 3 séances P, alors qu'en France, j'en ai que deux et 2 séances de muscu en fait. D'accord, c'est intéressant de voir des pédagogies différentes Ouais, aussi. très différents, très très différents. Ils sont pas la même approche. Et c'est vrai qu'en France, on est beaucoup plus dans la technique, alors qu'aux États-Unis, ils sont pas du tout techniques en fait. Et toi, qu'est-ce que tu sens que tu arrives à tirer, je dirais, le positif de chacun? Tu arrives à t'approprier tout ça? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, aux États-Unis, mentalement parlant, je trouve que j'ai beaucoup mûri. C'est ce qui m'a permis, je pense, de vraiment de pas me prendre la tête par rapport au championnat de France, parce que il y a quelques années, j'aurais eu un peu la pression quand même. Mais le fait de m'entraîner avec des gens qui avaient déjà fait des podiums olympiques ou ben, qui avaient vraiment un certain niveau mondial, ça m'a permis de relativiser, quoi. Donc, je pense que mentalement, j'ai vraiment appris. C'est intéressant cette idée de se dire finalement que c'est avec la proximité d'autres athlètes aussi qu'on évolue. C'est quelque chose que toi, tu as fortement ressenti là-bas? Oui, bah en fait, moi, je marche beaucoup sur ça, en fait. En fait, je marche beaucoup sur l'émulation. J'estime que quand je vois une personne qui court vite, bah moi, je me dis, bah si elle court vite, pourquoi pas moi, en fait. Donc en fait, ça me motive à vraiment faire autant, aussi mieux que cette personne. Et donc, raison pour laquelle je suis parti aux États-Unis, parce que je savais que c'était un monde, enfin, le monde de l'athlétisme, c'était vraiment de très très haut niveau. Et le fait de voir plein de personnes courir vite comme ça, bah, enfin, ça m'aurait débloqué, en fait, comment dire, enfin, j'aurais eu moins de blocage, en fait. Et je me dirais, bah, en fait, je me serais dit, bah, en fait, enfin, s'ils peuvent, moi aussi je le peux, donc je peux, en fait. Donc voilà. C'est intéressant. Tu conseillerais à des sportifs comme ça justement d'aller bouger, d'aller voir des choses différentes? Ouais, je pense que c'est toujours bien quand même. C'est toujours bien de voir ce qui se passe ailleurs, surtout chez les meilleurs, parce que les États-Unis, on va dire en soi, c'est vraiment le berceau de l'athlétisme. Il y a eu vraiment de grands champions là-bas. Donc ouais, ce serait bien de voir ce que font enfin, les pays qui sont vraiment très très forts dans certains sports, voir comment ça se passe, qu'est-ce qui fait la différence. Ça peut toujours être un plus, je pense, de prendre un peu de partout pour pouvoir progresser. Et alors sur cette question internationale, justement, c'est aussi quelque chose que toi tu as vécu dans ton parcours puisque tu es franco-ivoirien. C'est ça.
Tu as couru pour la Côte d'Ivoire du coup, Oui, c'est ça. et aujourd'hui tu cours pour la France. Oui. Et qu'est-ce qui a conduit, je dirais, cette évolution? Comment est-ce que tu le vis maintenant? Bon, en fait, à la base, si j'ai couru pour la Côte d'Ivoire, c'était vraiment pour avoir cette émulation, en fait, voir comment ça se passait un peu, je dirais, le niveau continental en Afrique. C'était vraiment pour mon expérience personnelle, parce qu'à cette époque, j'avais pas un niveau comme maintenant, on va dire. Du coup, le fait de partir en Côte d'Ivoire, ça m'a aussi permis de progresser aussi. Parce que de voir, d'être à côté des athlètes qui ont un niveau mondial, qui ont fait des finales au JO. Et donc, du coup, les voir les voir évoluer avec eux, ça m'a permis aussi vraiment de m'épanouir. Et, j'ai toujours marché comme ça, en fait. J'ai toujours marché avec cette émulation. J'ai toujours été inspiré par les personnes comment dire, qui étaient plus forts que moi, en fait. C'est ce qui me permet d'avancer. D'accord. Et bien inspiré, du coup, on le signale là, mais du coup, tu es médaillé d'or des Jeux africains. C'est ça. Au 4x100 au Congo en 2015. Ouais, c'était ça. Et puis on a fait troisième aussi au championnat d'Afrique l'année suivante, en 2016. Et alors cette émulation de voir tous ces gens Ouais, qui courent à un niveau exceptionnel, j'imagine que voilà, ça rend le. Là, on parlait de Doha où vous êtes allé en finale, mais sans réussir à atteindre le podium. Euh, comment tu gères cet événement? Est-ce que tu te dis, ben voilà, à la prochaine, c'est nous sur le podium? j'ai toujours fonctionné comme ça en fait. Je me dis qu'à chaque fois quand ça se passe mal dans une compétition, je me dis que la prochaine fois, il faut que je revienne plus fort en fait. Et pour l'instant, ça m'a toujours plutôt bien réussi. Donc on verra. J'espère si j'ai la chance d'avoir encore une sélection, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors justement, c'est quoi tes projets là? Qu'est-ce que tu as en vue? Qu'est-ce qui est dans le viseur pour le moment? Déjà, si le confinement se termine, si on a la chance, on peut s'entraîner correctement. Mon objectif vraiment à court terme, ce serait vraiment de revoir une section avec l'équipe de France. J'espère l'avoir en Indive, si c'est possible. Et vraiment être performant pour les Jeux Olympiques. Ouais, ouais, donc là, objectif finalement assez rapide, hein, puisque 2021, donc dans un an. Comment est-ce que tu prépares ça là actuellement? Enfin, alors là actuellement, on prépare ça chacun chez soi, mais le planning de préparation, du coup, ça se passera comment pour toi? Il se déroule en France déjà? Oui, en France, ça c'est sûr. Je repars plus aux États-Unis. En fait, je repartais avec mon coach de Reims, avec qui j'étais. Là, à la base, on a prévu, là, il nous a dit qu'en fait, vraiment de maintenir faire quelques petits footings, du vélo un peu, abdos, gainage, un peu d'aérobie. Et en fait, logiquement, si tout se passe bien, on devrait reprendre, d'un moment mi-juin. Vraiment, sérieusement. Donc, voilà. Pour être prêt pour, l'hiver. Ok, prêt pour l'hiver pour pouvoir justement faire du résultat et viser la sélection. En fait, l'hiver, on va juste faire quelques petites compétitions de ce qu'il a dit, genre peut-être deux ou trois, et histoire de retrouver un peu le goût de la compète, parce qu'en fait, j'avais pas couru l'année dernière. Cette année, j'ai pas couru, j'ai fait une saison blanche. Donc, du coup, c'est plus pour ça, voir où on en est, pour casser la routine, et ensuite repartir sur un cycle pour être prêt pour l'été. Ça a un goût particulier, la compétition? Ouais, c'est assez ouais, ouais, quand même. Je saurais pas comment l'expliquer, mais ouais, c'est assez spécial quand même. D'être sur la piste, c'est une pression partie. C'est un peu parce que l'adrénaline, le fait qu'il y a des concurrents, le public, l'enjeu qu'il peut y avoir aussi. Donc, c'est un peu un tout. Qu'est-ce qui pour toi fait que, on va prendre 2019, fait que tu as pu faire la différence? Je veux dire, il y a eu des grandes. Tu sais pourquoi tu as été performant, puisque du coup tu as réussi à te mettre dans ta course, etc. Mais Oui, finalement, c'est une course, donc il suffit pas d'être bon, il faut en plus être le meilleur. Pour toi, oui. qu'est-ce qui fait que tu as pu faire la différence cette année-là? Je pense que ce qui a fait la différence, c'est peut-être l'enchaînement des courses. Je pense peut-être que j'ai beau gérer les courses, peut-être.
je pense. Et après, enfin, en soi, c'est certes le titre était bien, mais le chrono, j'étais un peu déçu quand même. Quand on a un meilleur chrono, parce que j'ai vraiment travaillé dur pour ça. En fait, je dirais que les favoris qui étaient censés gagner, je pense qu'ils ont un peu mal négocié, je pense, leur demi, pour certains. Je pense que ça a beaucoup joué, en fait. Et le fait qu'il y a eu aussi enfin, quelques absents, mais bon, après, j'ai envie de dire que les absents ont toujours tort. Mais donc voilà. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi gagner? Bah, en fait, pour moi, gagner, c'est bien, mais pour moi, le plus important, c'est de battre mon record. Enfin, de vraiment, le, le fait de battre son record, pour moi, c'est déjà une victoire, en fait. C'est-à-dire que si, après, ça dépend, mais si demain, je fais un meeting comme ça, et que le meeting, bah, je termine peut-être, on va dire, cinquième, sixième sur 8, ou même dernier, si je bats mon record, pour moi, c'est quand même une victoire. Parce qu'en fait, je me dis que j'ai progressé et c'est ça le plus important, en fait. C'est à la fois finalement une compétition contre les adversaires et puis une compétition permanente contre soi-même. C'est ça, contre ça. Voilà, voilà, c'est ça. Je me suis jamais vraiment préoccupé, en fait, en championnat, je me préoccupe de la place. C'est vrai, parce qu'à un moment donné, il faut, voilà, c'est la place. Mais généralement, je pense que même si ça se passe pas comme prévu, bah, je me dis que les enseignements que j'en tire, c'est que est-ce que j'ai été plus fort que la course précédente? Si oui, bah, pour moi, c'est quand même une victoire quand même, parce que j'ai battu mon record. Alors tu parlais de toi tout jeune qui regardait des athlètes à la télé. Aujourd'hui, c'est toi qui est à la télé et puis il y a des jeunes qui commencent le sport, alors l'athlétisme ou d'autres sports. Est-ce que tu as un conseil pour eux? Est-ce que on pourrait terminer par voilà une petite astuce que tu pourrais leur donner à tous ces jeunes qui entament le sport, qui rêvent de médailles, qui rêvent de national et d'international? Bah, déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il faut déjà prendre du plaisir à ce qu'on fait, vraiment prendre du plaisir à l'entraînement, pas se prendre la tête, vraiment pas se prendre la tête, parce que je pense que c'est ce qui fait la force quand on commence un sport, le fait qu'on soit insouciant, qu'on prenne du plaisir, bah, c'est une force et ça nous permet, enfin, c'est ce qui fait la force des jeunes, je trouve. À l'image d'Mbappé, ou, enfin, voilà, je dis comme ça, le fait qu'ils soient insouciants, le fait qu'ils s'amusent, en fait, sur un terrain de foot, bah, ça permet de faire des très belles, des choses énormes. Même Zidane, voilà, qui prend du plaisir à faire ce qu'il fait. Donc voilà, c'est vraiment le mot d'ordre, ces deux choses, prendre du plaisir et pas se prendre la tête, vraiment, pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Faut vraiment, voilà, quoi. Faut vraiment être, et travailler, vraiment travailler, bosser en entraînement et puis voilà. Je pense que c'est vraiment à mon sens, les trois recettes qui peut permettre à une personne de réussir. Merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'on peut, si on souhaite te suivre, te soutenir aussi pour les échéances qui arrivent, te soutenir pour les Jeux Olympiques et puis suivre ta carrière, où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu as des réseaux sociaux sur lesquels on peut voir tes performances et ton parcours? Bah, j'ai Instagram, mais je suis très très peu actif. Je suis pas très actif, mais j'ai que Instagram et j'ai Facebook aussi, mais pas trop actif sur Facebook, mais beaucoup plus sur Instagram, on va dire. Enfin, en story. Ça m'arrive de mettre des publications de temps en temps aussi. Ça marche. Bon, bah écoute, on mettra à la limite le lien vers ton compte Instagram, comme ça, celles et ceux qui veulent avoir de tes nouvelles peuvent t'y retrouver. Ça marche. Christopher, merci beaucoup pour cette interview et à très bientôt. Du coup, bon courage pour la reprise et tous les enjeux. Merci bien. Merci bien, c'est gentil. Vous aussi. Bon courage. Vous trouverez en description de cet épisode le lien vers le compte Instagram de Christopher. Si cet épisode vous a plu, surtout, notez le podcast 5 étoiles ou likez-le avec un pouce bleu. Cela permet à Esprit de compétition de continuer de se développer. Et cela me fait vraiment plaisir. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité passionnant. Et surtout, rêvez grand.